Bonjour à tous, bienvenue dans Pour tout vous dire où il sera question aujourd'hui des monnaies numériques. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, l'a confirmé, l'euro numérique sera disponible dans moins de 5 ans. Quant à la Chine, elle a une longueur d'avance puisque sa monnaie virtuelle a déjà été testée localement et que son lancement officiel est prévu pour 2022. Dans le sillage de la numérisation de l'économie, les monnaies numériques présentent de nombreux avantages. Elles pourraient par exemple permettre de renforcer la lutte anti-blanchiment, mais elles risquent aussi de bouleverser le fonctionnement du système financier. Quels sont les enjeux du passage à la monnaie numérique? Où en sont les différentes initiatives? Qu'est-ce que cela va changer pour les utilisateurs? Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles nous nous pencherons aujourd'hui avec nos invités. Deux experts en la matière, Yacine Regragui et Pascal Ordonneau, que je vais vous présenter dans un instant, reviendront dans les détails sur toutes ces questions. Et puis, en fin d'émission, Albertine Meunier nous rejoindra pour nous parler du phénomène NFT et du crypto-art. Bonjour à tous les deux, Yacine Regragui et Pascal Ordonneau, et merci d'être venus aujourd'hui parmi nous. Bonjour, Jeanne. Yacine Regragui, vous êtes un spécialiste de la FinTech, notamment sur le marché chinois, puisque vous avez travaillé pendant 6 ans, je crois, dans des startups en Chine, puis pour la branche financière du groupe Alibaba. Actuellement, vous êtes professeur intervenant dans diverses écoles de commerce et universités en France, comme HEC, l'ESSEC, EM Lyon, etc. Et vous êtes aussi l'auteur de La Nouvelle Chine, qui paraîtra dans l'année en octobre, je crois. Tout à fait. Et vous, Pascal Ordonneau, avec 40 ans d'expérience dans des banques et institutions financières françaises et étrangères basées en France, vous êtes aujourd'hui secrétaire général de l'Institut de l'économie. Qu'est-ce que c'est l'économie? C'est l'informatique appliquée à l'économie, donc économie et non pas économie. D'accord. Et vous êtes donc aussi l'auteur d'ouvrages d'économie, dont le dernier, le Crypto-Yuan, publié en avril 2020 aux éditions des Routes de la Soie, correspond donc parfaitement à notre sujet. Alors, pour commencer, on compterait une 60aine de projets de monnaies numériques souveraines dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire des monnaies sous forme de code informatique émises par des États. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Yacine Regragui? Alors oui, tout à fait. Il y a environ 86 établissements financiers étatiques qui ont... Donc j'ai dit 60, mais ça a progressé depuis. Tout à fait, ça a progressé, ça progresse de plus en plus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus d'États qui se penchent sur la question. Aujourd'hui, c'est plus du tout des établissements comme Facebook ou comme Alibaba ou autres qui vont s'intéresser à la finance, surtout numérique, ça va être des États. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc on passe des acteurs privés, finalement, aux États, parce que tout se digitalise, on est dans cette vague de digitalisation et les États s'y penchent. On va peut-être le creuser pourquoi, comment, etc. Ils se penchent sur cette question. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le monde entier s'intéresse à la question. Absolument. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faudrait peut-être revenir sur ce qu'on entend par monnaie numérique. Ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Il faut distinguer les monnaies numériques de banque centrale dont on vient de parler, les crypto-monnaies comme le Diem ou le Bitcoin que tout le monde connaît, et les applications de paiement avec lesquelles il y a parfois des confusions aussi et qui sont, elles, très largement utilisées par le grand public. Pascal Ordonneau, vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors, la différence entre les monnaies cryptées et les monnaies souveraines, digitales souveraines, telles qu'on le dit maintenant, tient tout simplement à leurs origines. C'est-à-dire que les monnaies cryptées, la plupart du temps, sont des monnaies qui sont d'origine privée. Les monnaies dites souveraines, les monnaies digitales souveraines, sont des monnaies qui sont d'origine étatique. Alors, quelle est la différence? Elle est fondamentale. C'est que les monnaies dites privées sont constituées, comme le Bitcoin en particulier, contre les monnaies traditionnelles, c'est-à-dire les monnaies souveraines. Elles sont constituées contre, c'est-à-dire qu'elles veulent rendre la monnaie aux citoyens. Elles veulent éviter que l'argent qui permet de fabriquer de l'argent revienne toujours et uniquement aux institutions bancaires, qu'elles soient secondaires ou primaires. À l'inverse, les monnaies digitales souveraines sont des monnaies qui ont pour objectif de suivre des évolutions technologiques et qui, en fait, ont débarqué de façon un petit peu impromptue. C'est-à-dire que
on n'en parlait pas du tout. Et puis à un moment, brutalement, on s'est mis à en parler. Et ce moment, c'est pas le moment du crypto-yuan, c'est le moment où Facebook lance sa Libra. Voilà. Et comme donc c'était cela fera un gros flop. Qui devait voir le jour fin 2019, je crois, et qui finalement donc, a fait un flop, comme vous venez de le dire. Et ça a mis un petit peu tout le monde sur des charbons ardents. C'est-à-dire que, brutalement, Facebook, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs. C'est énorme. Une puissance de frappe colossale. Jusque-là, le Bitcoin, si vous voulez, c'était un gadget pour geek, en quelque sorte. Mais brutalement, ça devenait une affaire en milliards d'hommes et en milliards de consommateurs. Et là, c'est plus du tout la même chose, si vous voulez. On ne rit plus. Les banques centrales ont découvert qu'il y avait quelqu'un qui était en train de marcher sur leur plate-bande. Et elles ont réagi violemment. Et parmi les gens qui ont réagi violemment, il y a la BCE. Le résultat, c'est que le projet de Facebook s'est un petit peu cassé la figure, mais se cassant la figure, il a laissé la place à quelqu'un qui a dit « mais au fait, moi aussi j'en fais une de monnaie qui va concerner des milliards de gens, le crypto-yuan, c'est moi, les Chinois, et en plus on est en avance sur tout le monde, en plus on a accumulé des tonnes de brevets, donc c'est nous les premiers ». Oui, alors donc la Chine a pris les devants. La Chine qui est le pays natal du papier monnaie et qui pourrait bien devenir l'un des premiers à s'en passer également. Alors que le portefeuille des Chinois s'est déjà largement digitalisé ces dernières années avec les applications de paiement Alipay et WeChat Pay qui comptent déjà pour plus de 90% des paiements en ligne. Le pays est en bonne voie pour mettre en circulation sa monnaie digitale souveraine. Tout de suite, focus sur les avancées du renminbi numérique ou yuan. Pour retracer l'histoire du renminbi numérique, il faut remonter en 2014. Alors que les crypto-monnaies font une irruption remarquée dans la finance mondiale, la Banque centrale chinoise annonce qu'elle travaille à la création d'une monnaie numérique pour affronter les nouveaux défis en matière d'économie. L'argent a déjà pris une forme virtuelle. Les cartes de crédit et applications de paiement telles qu'Apple Pay aux États-Unis ou WeChat en Chine prennent peu à peu la place des pièces et des billets de banque. Mais ces outils visent seulement à permettre une circulation électronique de l'argent. Avec le yuan, c'est la monnaie légale elle-même qui se transforme en code informatique. La Banque centrale restera l'émettrice du yuan, dont elle assurera la supervision auprès des banques commerciales et institutions financières qui, en retour, se chargeront de la distribution au public. Quant à la quantité d'argent en circulation, elle ne sera pas modifiée. Chaque yuan émis de manière numérique remplacera un yuan physique. Aujourd'hui, le projet de yuan numérique a bien mûri. Depuis avril, la Chine a même commencé à tester sa monnaie numérique au niveau local avant d'étendre le concept au niveau national. Les habitants de plusieurs villes ont donc pu s'essayer au yuan et des commerces locaux ainsi que des chaînes américaines ont participé à l'opération. Le lancement du yuan numérique devrait encore accélérer la digitalisation en Chine, en particulier auprès des non bancarisés, puisqu'il sera possible d'utiliser ces yuans virtuels en s'enregistrant uniquement avec un numéro de téléphone. On ne connaît pas encore la date officielle de lancement du yuan. Toutefois, la monnaie digitale chinoise devrait être mise en circulation pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Pascal Ordonneau, vous venez de publier un livre intitulé Crypto-Yuan. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Où ça en est aujourd'hui, ce projet? On en est à des tests, essentiellement. Les Chinois sont très prudents, la Banque centrale chinoise est très prudente. Il n'est pas question de se tromper. On est dans de la monnaie et on est dans des milliards de transactions. Il n'est pas question que les machines ne marchent pas, que l'électricité tombe en panne, que les codes soient faussés, etc. On est en plus dans un univers, vous le savez, où les cyberattaques sont particulièrement dangereuses. La sécurité informatique. Donc les Chinois sont très prudents. Ils testent. Alors ils testent différentes formules. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'ils vont, ça va très loin. Alors on commence par distribuer généreusement des yuan digitales, et puis on leur dit maintenant utilisez-les dans des boutiques qui ont accepté de jouer le jeu. Et puis ensuite on recueille l'opinion des gens. On regarde comment ils ont fait. Alors c'est assez intéressant parce que ça passe par toutes les différentes
procédure de test. Mais parmi les trucs qui sont amusants, que je livre ici, mais qui circulent un peu partout, c'est qu'on demande leur opinion ensuite aux utilisateurs. Et les utilisateurs récemment ont dit « c'est pas mal, ça marche bien, mais franchement, il n'y a pas une différence énorme avec payer avec le crypto digital, c'est pas dans l'usage, le yuan digital et avec Alipay. Donc là, il y a un vrai sujet. Voilà. Et le vrai sujet, c'est la conviction et ce qu'on appelle croyance et confiance. Absolument. Mais justement, vous, Yacine Gregragui, vous avez travaillé longtemps chez Alipay. Donc, vous connaissez très très bien ces applications de paiement chinoises qui sont très implantées en Chine. Vous pouvez nous en dire quelques mots, nous faire partager en fait la manière dont ça se passe en Chine? Donc, Pascal l'a dit, c'est pas vraiment une surprise pour les Chinois de découvrir la monnaie numérique parce que c'est plus ou moins le même usage que Alipay ou WeChat parce qu'on utilise un QR code pour payer ou même une technologie supplémentaire, ce qu'on appelle le NFC, c'est-à-dire uniquement coller les téléphones et faire un transfert sans même besoin d'une connexion Internet. C'est là où c'est hyper évolué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, il y a un Chinois sur 2 qui utilise le téléphone pour payer. Alors qu'en France, on est à un Français sur 10. Et voilà, ce moyen de paiement est déjà très avancé. Très avancé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement des moyens de paiement. C'est ce qu'on appelle un style de vie, c'est un peu des plateformes, c'est des écosystèmes. Parce que quand on est sur WeChat, quand on est sur Alipay, on ne va pas uniquement payer, mais on peut communiquer avec nos amis. On peut même créer un e-commerce parce que, par exemple, WeChat offre la possibilité d'avoir des mini-programmes, des mini-apps. Alipay également, on peut réserver un voyage tout complet via ces applications. Donc, vous voyez qu'en fait... On peut gérer sa vie via une application. Exactement. Donc, en fait, ça fait vraiment partie de la vie de ces 1 milliard d'utilisateurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, la Banque centrale chinoise se repose sur Alibaba, sur Tencent et d'autres géants pour distribuer cette monnaie numérique parce qu'ils sont déjà présents dans la vie. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai vu que là, il y avait, à titre d'essai, une mise en relation entre le yuan numérique et Alipay. C'est-à-dire que les utilisateurs d'Alipay peuvent payer directement avec le yuan numérique et vice-versa. Alors oui, il y a eu une expérimentation à Shanghai sur ça, mais il faut savoir qu'il y a déjà 2 ou 3 ans, Ant Group, donc la maison mère d'Alipay, travaille déjà sur ces premières expérimentations de la monnaie numérique, via aussi une filiale qui s'appelle MyBank, qui est la banque numérique digitale d'Alibaba. Et en fait, c'est un moyen pour eux de pouvoir utiliser la technologie de ces géants qui sont déjà en place, qui des fois ont mis en pratique leur blockchain, leur intelligence artificielle, leurs serveurs, etc., qui sont très puissants, pour pouvoir distribuer cette monnaie. Mais il faut savoir qu'ils l'ont fait à petite échelle, dans certaines villes spécifiques, ne se reposant pas uniquement sur ces géants de la tech. C'est pour ça qu'ils mettent en place aussi les grandes règles d'antitrust pour éviter d'avoir uniquement un monopole de ces géants. Donc ils font en sorte que ce soit plus de géants qui y participent, notamment Jingdong, qui aujourd'hui a un e-commerce... Qui est l'un des grands e-commerçants chinois, peut-être le numéro 1 ou 2 avec Alibaba et son concurrent direct. Tout à fait. Et en fait, Jingdong aujourd'hui accepte dans sa plateforme le yuan chinois numérique comme un moyen de paiement Alipay ou WeChat. Donc en fait, on voit aussi qu'ils ont aussi distribué une partie de des salaires via le yuan numérique. Donc encore un autre cas d'usage d'un géant du numérique qui s'intéresse à la monnaie numérique et qui la distribue. D'accord. Alors, on va quitter un petit peu la Chine pour l'instant. Où en sont les différents projets à travers le monde? Je crois que la Suède a beaucoup avancé. Et puis, il y a le cas, je crois, des Bahamas, qui, elle, a créé son Sendcoin. $100, tout à fait. $100, pardon. Et puis le Maroc est un projet aussi que vous connaissez bien. Je vais peut-être me tourner, pour commencer, vers Pascal Ordonneau. Alors, il y a des projets à peu près partout. Mais il faut faire une distinction assez forte entre 2 catégories de projets. Il y a ce qu'on appelle les projets qui concernent les monnaies souveraines de détail et les projets qui concernent les monnaies souveraines de gros. Alors, c'est pas du tout la même chose. Le détail, c'est ce dont on vient de parler. C'est j'achète une baguette chez le boulanger et j'utilise une monnaie cryptée, pourquoi pas. La vraie question qu'on pourra se poser, c'est mais pourquoi diable utiliser une crypto-monnaie alors qu'il y a des billets de banque, alors qu'il y a des tas de choses de ce genre. Dans le domaine des crypto-monnaies de banque centrale de gros,
les projets sont très fortement engagés en Europe, et en particulier avec la Banque de France, qui a déjà des tests très actifs dans le domaine des actifs financiers, de la bourse, et dans le domaine des paiements internationaux, et en particulier des crédits documentaires. On le mettra de côté, c'est un domaine très particulier, très sensible, et qui correspond à des tendances qui avaient déjà lieu auparavant. Alors, dans le domaine des monnaies de détail, alors vous avez cité le $100. Ce qui est très amusant, c'est que, au fond, les deux pays les plus en avance dans le domaine de la crypto-monnaie de détail, c'est le plus grand pays du monde et c'est le plus petit. Il y a 300 000 habitants, 500 000 habitants. Aux Bahamas. Alors, on parle de l'Ikrona, qui est celui de la Suède. Alors pourquoi le l'Ikrona? Parce que les Suédois sont aperçus que la Banque centrale suédoise s'est aperçue qu'on n'utilisait plus la monnaie. Mais clairement, il semble qu'ils hésitent beaucoup à sauter le cap, parce que tous ces projets de monnaie de détail se heurtent à des problèmes qui sont de crédibilité, de sécurité et de disponibilité. Alors, vous allez à votre banque et vous dites « je voudrais charger mon téléphone avec du crypto-yuan, du yuan digital », on va dire « ah oui, mais je suis désolé, là, on n'a pas encore reçu le… » Non, ça ne marche pas. La liquidité, c'est le fait de pouvoir utiliser à tout moment, à tout instant, le moyen de paiement. Et parmi les éléments les plus efficaces dans ce domaine-là, le billet de banque. C'est pour ça qu'on a quelquefois du mal à l'abandonner. Oui, alors justement, est-ce qu'on pourrait revenir sur les avantages de ces monnaies numériques? Parce qu'il doit y en avoir. Quelles sont les possibilités offertes par cette technologie que n'aurait pas justement le billet de banque? L'avantage premier, c'est, vous l'avez évoqué au départ, c'est lutter contre le blanchiment d'argent. C'est un premier objectif pour les États. Le deuxième, c'est de permettre d'accélérer cette adoption du paiement via mobile et de contrer la montée en puissance des géants du numérique. On l'a vu avec l'autorité de la concurrence en France, par exemple, qui a essayé de montrer la place qu'occupent les géants du numérique dans l'adoption des paiements au quotidien, donc à savoir Apple Pay, Google Pay, etc. À côté, il y a aussi, quand on voit en Chine et les ambitions des géants du numérique à se développer à l'international, on comprend aussi qu'il y a quand même un gros blocus qui veut être fait aussi en termes de souveraineté. Donc en fait, c'est la souveraineté numérique et technologique. Il y a aussi un gros avantage, et là je pense que c'est le plus important, c'est l'inclusion financière. Et c'est pour ça qu'on a des États comme les Bahamas, et je pense qu'ils l'ont lancé, justement c'est de la monnaie numérique de détail, parce qu'ils ont eu un ouragan qui a justement causé un peu la déstabilisation du système financier. Et pour eux, c'était une alternative parfaite d'avoir accès à cette monnaie numérique banque centrale, parce qu'ils pouvaient utiliser leur téléphone, etc. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle $100? Alors, cent, je sais pas forcément, mais… Le dollar des sables. Voilà. Ouais, d'accord. C'est le dollar des sables. Alors, il faut quand même se souvenir que les Bahamas, c'est 700 îles, dont 20 habitées. Alors, quand le typhon est passé, il a ratiboisé à peu près tout ce qu'il pouvait ratiboiser de trucs un peu modernes, technologiques, et en particulier les ATM, les endroits où vous… Distributeurs de monnaie. Alors ensuite, il fallait les remplacer. Donc, il y a un énorme problème logistique, qui est que si on veut qu'il y ait suffisamment de monnaie dans une île, il faut l'approvisionner, et il faut l'approvisionner régulièrement. Et curieusement, c'est exactement une problématique chinoise. La Chine, elle, s'étend sur des milliers de kilomètres, mais justement, elle s'étend sur des milliers de kilomètres, des montagnes, des déserts, et tout ça. Et les gens qui habitent dans ces montagnes, ces déserts, il n'y a pas de raison qu'ils soient exclus du PIB, de la richesse. Donc, la monnaie digitale est un bon moyen de faire accéder ces gens-là à la richesse générale. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans le reportage. La monnaie numérique sera aussi plus accessible pour les personnes non bancarisées. C'est important aussi ça, notamment pour des pays comme peut-être le Maroc ou enfin en Afrique en général. Tout à fait. Et je crois que l'Afrique, c'est vraiment… Y compris en Chine d'ailleurs. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que en fait, la fintech
parce qu'on parle de fintech, c'est de la technologie financière, elle est née en Afrique, parce que M-Pesa, qui est la solution de paiement kenyane, est en fait une solution de paiement qui permet de transférer de l'argent d'un téléphone à l'autre par SMS. Donc en fait, ça a vraiment touché l'inclusion financière, les personnes qui étaient non bancarisées. Donc en fait, cette monnaie numérique banque centrale va toucher les 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas accès aux services financiers pour, dans un premier temps, leur offrir des solutions de paiement pour pouvoir transférer de l'argent, un peu avoir recours à une solution très rapide, et aussi pouvoir à terme avoir accès au crédit et aux autres solutions financières que les banques aujourd'hui offrent. Donc en fait, c'est vraiment un exemple, c'est l'Afrique, mais il y a l'Asie du Sud-Est, il y a l'Amérique du Sud, l'Inde, c'est un exemple parfait aussi. On voit que ça se développe autant que la Chine. Donc vraiment dans tous les pays où il y a un taux assez élevé de personnes non bancarisées, c'est là où on voit le yuan numérique en Chine ou d'autres pays voir leur monnaie numérique se développer. Alors, la monnaie digitale que tout le monde connaît, le Bitcoin, fonctionne sur une blockchain. Est-ce que ce sera le cas nécessairement des monnaies numériques souveraines dont on parle? Je ne crois pas que ce soit le cas nécessairement. Ça peut être le cas et ça peut aussi ne pas l'être. Voilà. Exactement. Profondément, le Bitcoin s'appuyait sur la blockchain, entre autres, pour donner un corps, une consistance à son opposition essentielle aux institutions financières. Donc, les institutions financières, fondamentalement, dans la monnaie, sont des tiers de confiance, sont des gens qui disent « l'argent est là, il est sûr, je le dispose, il n'y aura pas de double paiement, c'est bien vous qui êtes le propriétaire, c'est vous qui êtes le créancier. » Donc, il y avait un ensemble d'institutions qui fonctionnaient avec comme rôle le fait d'assurer que la monnaie fonctionnait correctement. Si vous dites « je balance tout ça et je ne veux plus de tiers de confiance parce qu'ils ont volé le peuple, etc. », vous avez besoin de quelque chose qui le remplace. Et c'est la blockchain. Donc un système à la fois de grands livres et de protection par des clés digitales. Le Bitcoin, donc, est nécessairement, et toutes les monnaies cryptées de ce genre, passent nécessairement par un équivalent blockchain, une blockchain ou un équivalent blockchain. Les monnaies digitales souveraines n'en ont pas besoin, puisque c'est l'État qui est le tiers de confiance. Quand vous êtes en face, quand vous avez un nid yuan, vous êtes créancier de l'État. Donc vous êtes protégé par nature par ce tiers de confiance ultime. Et voilà la raison pour laquelle il est souvent présenté l'idée que les blockchains ne sont pas forcément nécessaires pour les monnaies cryptées souveraines. La confiance est là parce que ça vient de l'État. Tout à fait. Bon, après, il y a aussi, on a parlé de la Chine tout à l'heure, mais la Chine a mis la blockchain comme une option, c'est-à-dire que c'est pas indispensable pour leur système, parce que c'est une monnaie centralisée. La blockchain, par définition, c'est enlever un intermédiaire. Par contre, la blockchain est utilisée pour un nouveau projet dont la Chine fait partie, qui s'appelle le Multiple CBDC Bridge, qui est un peu le premier scénario d'un paiement cross-border, donc transfrontalier, entre la Chine, Hong Kong, la Thaïlande et les Émirats. Donc un transfert instantané, transfrontalier, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là encore, la blockchain est là pour assurer ce système entre États, mais pas uniquement individuel à chaque État. D'accord. Donc là, c'est une blockchain. Donc ça, c'est avec une blockchain. L'Europe réfléchit et a fait des expérimentations, notamment avec la zone euro, la BCE, etc., pour une blockchain sur une zone définie, mais pas avec un seul État. Donc ça, c'est important à le préciser. Écoutez, merci de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair sur ces sujets assez techniques, mais aussi passionnants. Tout de suite, nous nous écartons légèrement des monnaies, mais nous restons dans les blockchains et le numérique avec la troisième invitée de l'émission. Bonjour Albertine Meunier. Bonjour. Et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes une artiste numérique depuis 1998 et vous vous inscrivez dans le mouvement Data Dada, dont vous avez coécrit le manifeste en 2014. Vos œuvres utilisent Internet comme matériau tout en questionnant les grands acteurs de l'Internet qui nous entourent. C'est ça. Alors, on a beaucoup entendu parler des NFT ces derniers mois, les jetons non fongibles en français. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
Très simplement, si c'est possible. Alors très simplement, je vais essayer. Donc souvent, on définit les non-fungible tokens, donc c'est la version anglaise, plutôt par l'opposé. On va définir qu'est-ce qu'un bien fongible. Donc un bien fongible, c'est un bien qui peut être remplacé par un autre. Par exemple, un billet de banque de 5 € est équivalent à un autre billet de banque de 5 €. Par contre, un bien qui va être non fongible ne va pas pouvoir être remplacé par autre chose. Et donc incarne l'unicité en quelque sorte. Donc ça c'est un premier point, c'est quelque chose qui est unique. Et ensuite on appelle ça jeton parce que c'est une écriture informatique dans la blockchain. Et donc dans cette écriture on va pouvoir désigner le NFT, les caractéristiques du NFT. Et dans le cryptoart c'est qui est l'artiste, qui est le collectionneur, à combien d'éditions est cette œuvre. Donc voilà, après, je ne sais pas si je dois expliquer la blockchain, qui est encore un autre sujet. Non, là, je pense que c'était assez clair. On ne va pas aller plus loin pour l'instant. Donc, cette technologie, enfin, ces jetons non fongibles, pour reprendre le terme en français, ça peut être appliqué aux œuvres d'art aujourd'hui. Comment tokeniser, parce que c'est comme ça qu'on dit, je crois, une œuvre d'art. Alors déjà, on va peut-être expliquer ce que ça veut dire tokeniser, et puis après appliquer à l'œuvre d'art. Alors il y a aussi un autre vocabulaire qui s'appelle minter, on retrouve ces deux vocabulaires. Donc tokeniser, ça veut dire prendre une œuvre plutôt numérique, donc à une existence numérique, une image, une vidéo, et que cette œuvre, en fait, on va l'inscrire dans la blockchain, et donc on va en faire un token. Un jeton. Un jeton. Et c'est ça qu'on va acheter, en fait. Donc ce sont des jetons non fongibles. C'est ça, c'est ça. Ça y est, je crois qu'on commence à y voir... En fait, quand on a une œuvre, en fait, et qu'on veut minter cette œuvre, c'est-à-dire on va la rendre tokenisée. Tokenisée. Voilà, donc c'est tout un vocabulaire. On va aller sur une plateforme dédiée, donc il y en a plusieurs, SuperRare, Rarible, OpenSea. Il y a plusieurs plateformes et d'autres. Et donc on va prendre son fichier d'un point de vue très concret. On a un fichier image ou un fichier... un GIF animé ou un JPEG, on upload cette image, on donne le titre, on dit en combien d'éditions on veut vendre cette œuvre, ou en 1/1 ou en 1/10 par exemple. Vous mettez un prix ou vous décidez que ce soit en enchère, vous validez, et puis votre œuvre va être tokenisée. Vous avez bien sûr des coûts de transaction qui sont des coûts d'écriture dans la blockchain. Alors, si on reparle de cette œuvre d'art, quel est l'intérêt de posséder un titre de propriété, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sur une œuvre numérique que donc tout le monde peut avoir chez soi? C'est ça, c'est un peu le paradoxe, qui est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre pour un non-collectionneur, mais qui est complètement accepté. En fait, une fois qu'on a collectionné une fois, en fait, il y a un mécanisme qu'on comprend. Et en plus, c'est une tendance qui était déjà à l'œuvre avec l'art contemporain. Oui, c'est ça. Parce qu'on pouvait acheter une peau de banane fixée sur un mur. Après, c'est schématisé, c'est poussé un peu à l'extrême. C'est vrai que là, on est dans l'archétype de la collection, c'est-à-dire vous collectionnez des œuvres des titres de propriété. Alors après, quand vous avez comme une collection de grenouilles, si vous avez des grenouilles, certaines sont rares, d'autres non. Donc vous avez une collection que vous pouvez garder ou vendre. Et après, c'est le principe de la collection. Chacun va avoir ses tics de collectionneur, va mettre un certain prix. Et les prix sont complètement variables. Vous pouvez acheter du cryptoart à 10 $ ou à des millions, ou entre deux, il y a toutes sortes de prix. Mais c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, assez démocratique, en fait, comme forme d'art, qui est d'une part accessible de manière plus directe, avec peut-être moins de complexe. On n'a pas forcément les mêmes collectionneurs non plus. Donc c'est pas du tout le même rapport à l'œuvre d'art que vous allez afficher chez vous. Mais vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez acheter une œuvre de cryptoart, la mettre dans un petit écran et la mettre dans votre salon. Mais il n'y a que vous, en tant que propriétaire, qui pourra en disposer. Donc en disposer, ça veut dire... La reproduire... Non, justement, pas la reproduire. C'est vraiment dans entre guillemets, le commerce de l'art. C'est-à-dire, vous pouvez ou soit garder cette œuvre, ou la transférer à quelqu'un, ou la mettre en vente. Donc, on est plutôt dans l'objet qui... C'est pas comme le droit d'auteur. Non, pas du tout, non. Je vais me tourner le droit d'auteur reste à l'artiste, en fait. Oui, d'accord.
Je vais me tourner vers nos experts en fintech et en monnaie numérique. Vous avez entendu parler, je suppose, des NFT appliqués à l'art. Ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par exemple, Yacine Reghagri? Oui, j'en ai entendu parler. Malheureusement, j'en possède pas encore et je suis la question de plus en plus, d'autant plus qu'il y a des lancements d'ICO. Vous savez, c'est les équivalents des IPO pour les crypto-monnaies qui s'intéressent de plus en plus à ça, qui investissent dans ça et on voit l'originalité de la chose. Et ça rassure aussi d'un côté les artistes parce qu'il y a un côté immuable, unique, etc. qui reste... mais c'est passionnant et je suis curieux aussi de voir l'évolution, si peut-être il y a des États qui vont protéger ça, etc. Quand on parle de monnaie numérique banque centrale, est-ce que ça va aussi reposer sur les NFT à terme ou autre? Pascal Ordonneau, vous voulez réagir aussi? Oui, avec plaisir. C'est tout à fait passionnant. On peut dire que les NFT ont une parenté avec les actifs financiers. Hein. C'est-à-dire que les actifs financiers, c'est les actions, les obligations, etc. Et vous le savez, les actions et les obligations, elles sont numérotées. Hein. On peut pas confondre. Donc, l'utilisation de la blockchain pour stabiliser, assurer, rendre totalement contrôlé et contrôlable la propriété et la décryption des objets possédés est très importante dans le domaine des actifs financiers. Alors, il se trouve que parmi les premiers qui ont utilisé les NFT, ce sont des musiciens. Hein, alors pourquoi des musiciens? Parce que simplement, quand vous avez un morceau qui est très connu, il va être diffusé. Il y a des gens qui vont repérer qu'il est diffusé, mais c'est pas efficace systématiquement. Et il y a des musiciens qui ont dit, très bien, nos morceaux, on va les mettre sur la blockchain, sous forme de token, hein, par exemple, et la personne qui écoutera ce morceau, on dira, allez, toc, un point, toc, un autre point, etc. Bon. Et est venue ensuite l'idée que, mais après tout, pourquoi faire payer un token entier sur un morceau entier si je n'en écoute que 10 secondes? Donc on est entré dans un truc qui est assez passionnant pour la musique, hein, qui est le fait que, j'achète que 10 secondes de la musique en question. Mais personne ne pourra... Enfin, jusque-là, je pouvais le faire sans contrôle. Là, on peut contrôler. Dans votre cas, et qui est extrêmement passionnant, on entre dans un domaine où, alors là, vous avez deux sociétés qui s'intéressent de très près à la question, c'est Sotheby's et Christie's. Parce que, évidemment, avec des tokens, on rend, avec des tokens surtout avec la blockchain, l'œuvre que vous avez sur la blockchain, elle est totalement protégée. Oui, c'est ça. Donc il y a toute une étape de vérification qui est impartie aux sociétés de courtage qui disparaît. Hein. Donc on est dans un marché beaucoup plus fluide et cela c'est intéressant pour les créateurs hein, et pour les courtiers. Alors justement, on a beaucoup entendu parler d'œuvres numériques qui se sont vendues à des sommes colossales. Hein. Je repense à celle de l'Américain Mike Winkelmann, qui se fait appeler Beeple, qui s'est vendue à 69,3 millions de dollars chez Christie's. Ça, ce sont des exceptions, hein, c'est des exemples un peu extrêmes. En dehors de ce type de vente exceptionnelle, comment se porte le marché du crypto-art? J'ai l'impression plutôt bien. C'est vrai qu'il y a eu une bulle ces dernières semaines qui semble se retasser. Après, c'est vrai que pour des artistes numériques qui n'avaient pas de moyens avant de valoriser leur travail, qui pouvait circuler mais ne pas être vendu finalement, c'est un vrai changement puisque d'un coup ils peuvent être complètement autonomes par rapport à leur création. D'une part, ils peuvent subvenir à leurs besoins par la vente de leurs œuvres. Il y a aussi ce rapport direct avec le collectionneur qui est aussi intéressant. Il y a pas forcément d'intermédiaire à part la plateforme. Donc là, la galerie disparaît finalement. La galerie peut disparaître, ouais. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes dont on a beaucoup parlé n'ont pas de galerie. Alors, des grands acteurs comme Christie's et Sotheby's sont arrivés parce que pour la première fois, des œuvres numériques pouvaient avoir une valeur. Donc, d'un coup, il y a eu un marché, on va dire.
Mais bon, tous les artistes ne vendent pas à ces prix-là. Ceci dit, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent vivre de leur art, et ça, c'est assez nouveau pour un artiste numérique qui crée des images et des vidéos et des animations. Ouais. Merci à tous les trois pour ces échanges riches sur ces sujets très contemporains de l'arrivée du numérique dans l'art et la monnaie. Je rappelle le titre du livre de Pascal Ordonneau, Crypto-Yuan, et celui de Yacine Regragui, La Nouvelle Chine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Nous nous retrouvons très bientôt dans Pour tout vous dire.